Pour rester sur des éléments très positifs que je voudrais partager avec vous, peut se dire qu'il y a encore 2 ou 3 ans, ce colloque n'aurait pas été envisageable. Ça n'était pas un sujet posé dans le débat collectif. Aucun d'entre nous n'aurait pensé intervenir au moment où, par ailleurs, cela résonne dans l'opinion sur un sujet comme l'endométriose et ses conséquences en lien avec le travail. De même, je pense que nous n'aurions pas pensé que la liberté de recourir à l'IVG serait inscrite dans la Constitution. Beaucoup de choses cette semaine. On voit que les choses bougent, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, nous allons aborder une partie qui est importante aussi sur la question des représentations sociales. Margot Neve, sociologue. Donc pour nous, ce qui nous importe sur cette partie, finalement, c'est d'essayer de comprendre en quoi les représentations sociales autour de la maladie contribuent à son invisibilité, mais aussi peut-être aussi à l'errance médicale qu'il y a eu autour. Bonjour, moi c'est Margot Neve, je suis doctorante à l'EHESS, donc j'effectue une thèse sur l'endométriose. Donc ce que je propose de présenter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'endométriose et quelques sujets autour de comment appréhender l'endométriose, mais d'un point de vue sociologique. Donc, la première partie, c'est finalement de dire comment finalement ça a commencé à faire du bruit, comment on s'est un peu préoccupé de ce sujet-là. Alors, l'endométriose, que sait-on, depuis quand et grâce à qui? Donc, il me paraissait important de revenir un peu sur en fait, la construction d'un problème de santé publique en France autour de l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui est connue depuis plus de 100 ans, mais c'est que récemment en France que c'est devenu un problème de santé publique. Donc, quand je dis problème de santé publique, ça veut dire que il y a une attention, il y a des soins qui sont développés, un parcours de soins, etc. Qu'elle est plus largement connue du public, mais aussi du corps médical et même des malades elles-mêmes. Et donc, ce travail, la construction d'un problème de santé publique autour de l'endométriose, on le doit grandement au travail des associations de patientes qui ont fait un énorme travail de sensibilisation et qui continue d'ailleurs à le faire en collaboration avec des médecins. Et il y a une chercheuse, Simone Lavoie-Racine, qui a fait un mémoire sur l'endométriose. Donc elle est loin de toucher uniquement les femmes dites en âge de procréer, comme il est souvent dit dans les discours médicaux. Mais en fait, l'endométriose touche également les enfants. Donc, je vous ai mis une petite image de sensibilisation qui a été faite par EndoFrance. On n'est pas trop jeune pour avoir une endométriose, mais on sait aussi que l'endométriose, certaines lésions peuvent même perdurer après la ménopause. Donc il y a tout un cadrage de qu'est-ce que l'endométriose par rapport aux symptômes, mais aussi par rapport à la population qu'elle touche, qu'il faut déconstruire et reconstruire à la fois. Comment expliquer cette errance médicale par une approche genrée, finalement par les rapports sociaux de sexe? Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites à ce sujet. J'ai choisi quelques points, donc c'est pas exhaustif. Les règles douloureuses sont un symptôme sentinelle pour détecter la maladie. Il y a eu beaucoup de travail autour du fait que justement les règles douloureuses ont été normalisées. Avoir des règles douloureuses, qu'on ait une endométriose ou pas, c'est normal et du coup il ne faut pas s'inquiéter, etc. Et par ailleurs, toute une responsabilisation de la part des personnes qui en souffrent en disant voilà, mais vous êtes trop sensible, trop chochotte, etc. avec tout un discours sexiste autour et de délégitimation autour de ce symptôme. Donc à la fois, il est rendu, c'est pour ça que j'ai mis un enjeu paradoxal, c'est parce qu'à la fois, il est rendu central dans la définition et compréhension de la maladie. Donc les règles vont par exemple aussi être pointées du doigt comme étant la cause de la maladie, qui peut être négligée et qui peut expliquer un lourd retard de diagnostic, donc qui selon les derniers chiffres est de 10 ans, donc ce qui est énorme pour une maladie. Et puis ensuite, ce qu'on peut mentionner autour de l'endométriose comme étant une maladie genrée, c'est le travail procréatif, c'est-à-dire la place de la grossesse et des troubles de la fertilité au sein de la trajectoire de soins des personnes atteintes par la maladie. Donc on sait par exemple qu'avoir un trouble de la fertilité donne un accès plus rapide au diagnostic.
Comment vous réagissez, vous, Endo-France, par rapport à cette approche finalement un peu genrée de la prise en compte de l'endométriose? Déjà, je voudrais rebondir sur le petit court-métrage que vous avez passé, Toi, mon endo, au début. C'est un film que nous, on a l'habitude, on a participé à l'élaboration de ce film. On a l'habitude de le faire passer lors de nos événements parce qu'il montre bien un peu l'impact que peut avoir la maladie sur nos vies. Et avant tout, il faut sortir des idées reçues sur la maladie. Savoir que pendant longtemps, l'endométriose a été vue comme la maladie de l'hystérie. Vous savez, l'hystérie, ça vient étymologiquement du même mot que l'utérus. On sait que probablement des femmes à l'époque victimes de crise d'hystérie étaient probablement des femmes en pleine crise d'endométriose. Donc voilà, il y a toute cette formation sociale en fait à faire évoluer. On a encore une certaine banalisation de la maladie dans le sens où c'est une maladie bénigne, c'est pas un cancer, on va pas en mourir, donc parfois c'est bénin donc c'est rien. Ou alors la maladie des règles, c'est une maladie des règles donc t'as mal pendant tes règles et après ça va. Aujourd'hui, qu'est-ce qui cause encore cette errance diagnostique qui fait que la maladie est encore un peu invisible? Le docteur Lawson l'a dit tout à l'heure, il y a encore un manque de formation des médecins. L'endométriose n'est entrée au programme de médecine qu'en 2020, donc on estime encore aujourd'hui à 10 ans le fait d'avoir des médecins formés sur le terrain. La stratégie nationale de l'endométriose a fait entrer l'endométriose dans le dispositif de formation continue des médecins, mais ça reste encore aujourd'hui sur la base du volontariat. Donc il faut se battre contre les idées reçues parfois de certains médecins. On entend encore quand on va dans des cabinets, entendre « Ah oui, mais c'est la maladie à la mode, tout le monde l'a en ce moment. » Alors personnellement, je préfère avoir le dernier sac à la mode que l'endométriose, mais voilà. Quand on a des très jeunes filles qui commencent à avoir des douleurs et à qui on dit « Non, mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, ça va passer. Oh, t'avais pas envie d'aller en sport aujourd'hui, c'est pour ça que tu dis que t'as mal, ou t'avais une interro. » Donc, comme on dit, on n'est pas trop jeune pour avoir une endométriose, mais malheureusement, quand on attend ça toute sa vie, qu'on est une chochotte, qu'on se plaint trop, et en fait, au fur et à mesure de notre vie de femme, on va apprendre à plus se plaindre. Et du coup, on va pas forcément en parler parce qu'on a peur du jugement. C'est une maladie qui peut être aussi un peu tabou pour certaines. On touche à un sujet intime, les règles, parfois les douleurs pendant les rapports sexuels, la fertilité, c'est des choses qui peuvent vraiment gêner certaines femmes d'en parler. Donc on se tait. Et malheureusement, la maladie peut évoluer. Et parfois, on n'a plus envie d'en parler aussi parce qu'on en a parlé à son médecin et le médecin n'a pas été à l'écoute. Et du coup, si le médecin ne nous écoute pas, c'est notre première porte d'entrée, on attend que ça passe. Et puis c'est ce qui cause aussi malheureusement cette errance. En tant qu'association de patientes, nous, on attend avec la mise en place de la stratégie nationale une diminution de cette errance médicale et qui passera par une meilleure connaissance de la maladie, par le biais notamment de la création des filières de soins. Pour vous redonner quelques chiffres, en 2020, il y a une étude qui a été réalisée par Gédéon Richter, Ipsos, avec Endo-France dans nos adhérentes. On a interrogé à peu près 1600 de nos adhérentes et 65% des femmes interrogées reconnaissaient un impact négatif de la maladie sur leur quotidien professionnel. Une autre source, une étude qui a été réalisée avec le Centre d'études et de l'emploi au travail. Combien de femmes? On avait interrogé plus de 1900 femmes en lien avec une sociologue. Vous voyez que 64% des interrogés ont parlé de leur maladie à leurs employeurs. 25% des employeurs ont proposé des aménagements, donc ça c'est top, on aime bien. 12% ont déclaré que leur employeur a réagi de manière négative et 8% affirment que leur direction a pris des décisions négatives affectant leur poste ou leur carrière. Et on voit au final qu'on est presque à une femme sur deux qui affirme avoir été empêchée dans leur évolution de carrière. Hier soir, quand on a fait le dernier calage, je vous ai demandé ce que disaient les jeunes et vous m'avez dit que finalement, ce n'était pas les jeunes qui parlaient, surtout qu'il y avait l'errance médicale et qu'il y avait une question aussi à l'école. Nous, on le voit, on a justement parlé de la place des ados dans ce processus. En fait, est-ce qu'on choisit aussi en fonction de notre maladie, notre travail, etc. Nous, dans nos événements, on voit au final très peu d'ados. Je pense que mes collègues présentes pourront le confirmer. Par contre, on voit beaucoup de mamans, de sœurs, de papas qui viennent nous interroger et qui parlent pour ces jeunes filles qui n'osent plus tellement parler. Moi, dans ma famille, personnellement, j'ai ma filleule qui est en cours qui a été diagnostiquée, à qui on a dit que c'était pas une maladie d'avoir ses règles parce qu'elle allait à chaque période de règles à l'infirmerie scolaire chercher un cachet. Heureusement que par le fait qu'elle me connaisse et qu'elle connaisse la maladie, sa maman ne s'est pas arrêtée à ça et on a poussé plus loin. À qui on a dit qu'elle avait de l'endométriose parce qu'elle mettait des crop tops. C'est son infirmière scolaire qui lui a dit ça. Donc quand on entend encore ça aujourd'hui, ça fait peur. Et on comprend aussi qu'il faille encore tant de temps pour que les jeunes parlent. On se bat pour ça, c'est pour ça qu'on sensibilise,
les plus jeunes et qu'on fait connaître la maladie. Et heureusement, maintenant, il y a beaucoup de formations d'infirmières scolaires qui se passent aussi. Mais voilà, quand j'entends ça, ça me rend un peu folle, mais il y a un vrai travail là-dedans. Pour que les ados aussi, les plus jeunes parlent de cette maladie dans les collèges et lycées, enfin surtout lycée, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a du boulot au niveau ado. Au plus tôt on est diagnostiqué, au mieux c'est. On aura une meilleure prise en charge derrière et ça évitera parfois des chirurgies qui peuvent s'avérer complexes. Donc si la maladie est prise assez tôt, on peut apprendre à vivre avec et que ça se passe très bien aussi. C'est vrai qu'on l'avait minimisé, cette dimension-là, hein, en se disant comment l'entreprise s'en empare. Mais on voit bien à travers ce propos qui est la construction finalement, hein, l'acceptation de ces règles douloureuses, simples règles douloureuses, ça se fait très tôt quoi, à l'école et qui a certainement aussi une nécessité de sensibiliser à ce niveau-là. On voit que les choses bougent, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si les choses commencent à avancer, notamment sur la question de l'endométriose qui a été si longtemps invisibilisée, c'est aussi grâce à ces associations, ces bénévoles, ces professionnels, ces élus, ces médecins qui ont voulu, et c'est également le cas sur l'IVG, franchir tous les obstacles et permettre qu'enfin ces sujets soient des sujets de travail collectif. Et je pense qu'on peut vraiment les remercier, notamment saluer à nouveau le travail d'Endo France qui montre une énergie très impressionnante.